Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leur activité, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous leur proposons de la formation business, du coaching ainsi que des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, mon invité du jour est Numa Isnar. Maître Isnar, avant de devenir avocat, a été lobbyiste, puis juriste et enfin avocat. Il intervient dans un domaine d'activité extrêmement particulier puisqu'il est avocat en droit spatial. Depuis quelques mois, il a créé son cabinet d'avocat et on va échanger avec lui pour voir quelle est son activité au quotidien, comment s'est-il positionné sur son marché, quels canaux d'acquisition a-t-il mis en place et comment arrive-t-il à aller chercher ses clients. Cet épisode est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement puisqu'on vient interviewer des avocats associés de cabinets d'affaires. Aujourd'hui, c'est un individuel qui intervient dans un domaine très spécifique et qui a réussi à se positionner grâce à sa passion. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce podcast. Si le podcast d'Anomia vous plaît, n'hésitez pas à le partager à l'ensemble de vos consoeurs et de vos confrères. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à nous envoyer un petit message. Ça nous fait toujours super plaisir. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Numa Isnar, je suis ravi que vous me receviez dans votre cabinet d'avocat situé au 72 avenue Kléber, Paris 16. Bonjour maître Isnar. Bonjour Valentin, merci de me recevoir. Eh bien écoutez, c'était avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de vous et moi j'ai eu une discussion incroyable avec vous puisque quand je vous ai appelé, mon objectif c'était de pouvoir vous proposer nos formations business. Et là, j'ai découvert un avocat qui était spécialisé en droit spatial, donc vous allez un petit peu nous expliquer votre activité, mais j'ai trouvé que ça valait le détour et ça valait 1 heure au sein du podcast Anomia. Alors avant de parler de cette activité, on va un petit peu parler de vous et notamment de votre parcours académique avant de devenir avocat. Alors, mon parcours académique, alors moi déjà, je ne suis pas un Parisien, je viens du Sud, je viens d'Avignon et j'y ai fait, ma foi, ma licence en droit à la petite université, alors qui s'appelait avant Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, qui maintenant a été raccourcie en Université d'Avignon. J'y ai fait une licence généraliste avec une petite dominante en droit public. Ça a été vraiment là les 3 premières années de fondation vraiment de la compétence juridique au sens le plus large et le plus théorique du terme. J'ai passé 3 années formidables et puis ensuite, comme certains, j'ai voulu voir un peu comment était l'herbe ailleurs et puis notamment à la capitale. Et vous avez trouvé de l'herbe? plutôt pas mal de bitume. Mais bon, donc du coup je suis arrivé à la Sorbonne, qui est pas loin quand même d'un joli parc, mais surtout j'ai trouvé des enseignements de grande qualité qui étaient vraiment à la hauteur de la réputation de la Sorbonne pour le coup. Et là, j'étais parti dans une spécialisation un petit peu plus accrue en droit public et notamment avec une teinte un peu service public et un peu industrie en réseau aussi, donc c'est-à-dire tout ce qui est les grands services publics comme télécom, énergie. Alors, le petit écueil que j'avais par rapport à cette formation-là, c'est qu'elle demeurait très théorique et à l'occasion donc du Master 2, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus proche des activités économiques et alors ça, à l'époque notamment, ça paraissait un peu particulier, mais proche aussi de l'industrie. Parce que j'avais toujours considéré qu'une activité industrielle, alors on voit sans forcément parler que des hauts fourneaux, mais vous voyez, vraiment une activité de production, c'est quand même quelque chose qui est très important pour l'économie, qui est même majeur. Et maintenant on en reparle, il y a tout un renouveau sur l'industrie, et c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'à l'époque on en parlait moins, et moi j'ai toujours été intéressé par cette activité de production et du coup aider cette clientèle un peu particulière et qui a des besoins cruciaux. Et donc c'est tout simplement un ami qui m'a parlé d'un master. Lui à l'époque était en droit de l'environnement à Sceaux. Moi bien évidemment Sceaux je ne connaissais pas, l'université Paris-Sud je ne la connaissais pas et le master en droit spatial et télécom de l'université Paris-Sud encore moins. Et c'est vrai que je dis à tout le monde, c'est vrai que la première réaction que j'ai eue ça a été vraiment un fou rire parce que je me dis mais qu'est-ce que tu allais me sortir ce truc-là? Il m'a dit t'inquiète, je suis sûr que ça te plaira. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien la science, j'aime bien l'ingénierie forcément avec cet attrait pour l'industrie.
Il m'a dit, écoute, viens voir le campus, viens voir la ville, et puis viens voir le patron du master qui est Philippe Aquileas. Et donc j'ai pu voir tout ça, j'ai pu rencontrer Philippe Aquileas, et ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, mais effectivement, il faut tenter le coup, ça a l'air d'être extrêmement intéressant. Et puis surtout, l'approche est extrêmement baroque par rapport à ce qu'on voyait notamment à l'époque, parce que même si c'était pas il y a 100 ans, mais c'était quand même en 2010-2011, donc il y a quand même des choses qui se sont passées en 10 ans. L'université a beaucoup changé dans sa façon de voir les choses et je pense que c'est une bonne chose. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un peu le côté très académique, et il y avait la pratique et entre guillemets le monde vulgaire. La théorie, le profane, le sacré. Là, c'est vrai que cette ambition du master a toujours été de combiner les deux et de rapprocher l'étudiant de l'industrie et de rapprocher l'industrie de l'université. C'est un pari qui a été gagné. Moi, j'avoue que j'ai fait une année là-bas vraiment extraordinaire. On a fait beaucoup de déplacements, on a été formé par des professionnels, on a été formé aussi par des professeurs dans la plus pure tradition de l'Académie française. Donc c'était vraiment un mélange des genres, un côté très hybride qui était payant, puisque ça m'a permis, moi, dès la sortie du master, j'ai même pas été diplômé, que j'avais déjà un job. Et c'était un job dans le lobbying. Donc je travaillais pour les opérateurs télécoms sur des dossiers un peu spécifiques de régulation économique. Et l'envie d'être avocat, pour raccrocher un peu au terme du sujet, c'est vrai que c'est quelque chose qui à l'époque était loin de moi. L'avocature, c'est pas quelque chose qui me tentait, même pendant les études, je regardais ça. Bien sûr, ça fait partie, le milieu des avocats, le monde des avocats est autour de vous quand vous êtes étudiant en droit, mais je le regardais avec une certaine distance et pas forcément un grand intérêt, en tout cas professionnellement. Et donc après cette expérience dans le lobbying, j'ai un peu travaillé en qualité de juriste. Vous êtes resté combien de temps en lobbying? En lobbying, j'ai fait à peu près 3 ans chez eux. D'accord. C'est vraiment une super expérience. Et c'était quoi votre job au quotidien? Alors, j'ai commencé vraiment dans la première échelle. C'était là vraiment, on épluchait la presse, on regardait un peu qu'est-ce qui pouvait intéresser nos opérateurs. Et puis après, il y avait une composante aussi de représentation auprès d'autres instances, notamment la Fédération des télécoms, qui est toujours pas loin, là, qui est juste à Boissière. Et puis après, il y avait des dossiers beaucoup plus techniques de contentieux. Alors là, ça rentrait dans le détail pour pas que ça endorme vos auditeurs, mais voilà, c'était tout ce qui est régulation asymétrique, coût du capital, enfin une vision finalement très économique, très stratégique là du droit. Un peu ce qu'on fait aujourd'hui par rapport aux GAFA et aux plateformes absolument. structurantes. On en parlait déjà à l'époque, vous avez tout à fait raison, on en parlait déjà à l'époque. Les OTT, c'était un énorme sujet chez les opérateurs télécoms, notamment un sujet fiscal. Il y a 10 ans, on parlait déjà de la problématique que les opérateurs télécoms payaient des taxes, notamment les IFEA, etc. Et les OTT, forcément, n'étaient pas trop localisés en France et puis déclaraient un chiffre d'affaires ridicule par rapport à leur part de marché réel. Donc ça, c'était effectivement un vrai problème à l'époque qui était déjà souligné. Donc moi, j'ai baigné un peu dans ça au début de ma carrière professionnelle. Je suis passé chez Bouygues et puis effectivement après, j'avais une thèse en préparation en parallèle. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette thèse, alors la thèse était aussi sur les télécoms, sur l'aspect plutôt contentieux arbitrage dans les télécoms. Et puis à l'issue de ça, je me suis dit, en fait, les affaires publiques j'aimais bien, le côté juriste en entreprise j'aimais bien, mais c'est la pluralité de clients qui me manquait. J'ai le plus grand respect pour Bouygues, mais c'est vrai que d'avoir que Bouygues entre guillemets en client, je trouvais que c'était un peu dommage. Je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus généraliste. Et je me suis dit, à ce moment-là, deviens avocat. Et je suis parti du coup à l'école du barreau. Ça m'a permis aussi de faire un bout d'études aux États-Unis, de partir en Inde aussi, donc de voir pas mal d'autres juridictions et d'autres façons de voir le métier d'avocat. Et quand je suis rentré, donc j'ai fait mon stage final chez Linklaters avec Paul Linière en droit public. Donc là, c'était vraiment une vision. Je voulais avoir une vision un peu avocat d'affaires dans des grands cabinets, même si j'avais quand même l'intuition que j'allais pas forcément, en tout cas en début de carrière, y faire plus longtemps. Mais je voulais quand même voir ces structures-là. Et c'est vrai que j'ai pas été déçu parce que Linklaters, ça a été une superbe école. J'ai découvert vraiment un cabinet d'élite formé avec des gens, une équipe qui était au top. Il y a vraiment pas pour le coup de problématiques à ce niveau-là. Après, c'est vrai que vous êtes un peu plus dilué, le contact client, forcément, même quand vous avez de l'expérience dans ces cabinets-là, vous êtes un peu loin du client. Donc voilà, donc après, moi, quand j'ai recherché une collaboration, je me suis tourné vers un cabinet un petit peu plus spécialisé, qui est pas loin, qui est à la place de l'Étoile, et j'avais été embauché pour développer une pratique spatiale. Et comment il s'appelait ce cabinet? Il s'appelait Bering. Je travaillais avec Anne Solenguet, qui est une avocate formidable, vraiment pour le coup, qui m'a beaucoup appris, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans la profession d'avocat. Et elle m'a fait confiance pour développer cette pratique spatiale.
Et on a travaillé ensemble pendant quasiment 2 ans et demi. Et puis voilà, puis après moi j'ai eu le temps de voler de mes propres ailes et voilà. Et puis j'ai fondé mon cabinet indépendant dans lequel je fais notamment effectivement tout ce qui est nouvelles technologies. Et puis j'ai ma petite pratique spatiale à côté qui a une marque qui s'appelle Space Avocat. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer sur la pratique purement spatiale, de cibler ces industries parce que, contrairement à ce qu'on pense, même en Europe, même en France, le spatial, c'est pas que Airbus et Arianespace, ce sont des joyaux, hein, ce sont des entreprises magnifiques, mais il y a toute une ribambelle de sous-traitants, de start-up, d'entrepreneurs, d'inventeurs qui a des besoins juridiques forts. Et qui ont besoin, outre la compétence technique juridique, ont besoin aussi de professionnels du droit qui ont une sensibilité pour ce secteur-là. Et donc c'est ce que j'essaye de leur apporter et je pense que ça leur plaît. En tout cas pour l'instant, je touche du bois. Très clair. Alors moi maître, il y a quelque chose qui m'interpelle, votre parcours est incroyable de richesse, de découverte, de fait de mêler théorie et pratique à chaque moment de votre carrière. Moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça me touche. Moi il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous arrivez chez Berry après votre stage chez Link. Et là, on vous fait confiance pour développer une pratique, notamment la pratique spatiale du cabinet d'avocats. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez fait, ou en tout cas les méthodes que vous avez mises en place pour développer cette pratique à l'intérieur du cabinet. Alors, effectivement, c'est sûr que dans le secteur des nouvelles technologies et des avocats spécialisés en nouvelles technologies, c'est quand même un petit monde. Même sur le barreau de Paris, qui est une grande famille, on est une branche de cousins et on se connaît bien. C'est vrai que et ça c'est la grande force du master qui a été créé par Philippe Aquilas, c'est d'avoir su tout de suite créer une famille d'alumni, un peu sur le modèle justement des grandes écoles à la HEC, etc., ou des schools à l'américaine, bien avant l'heure. C'est-à-dire que c'est un master qui doit avoir maintenant plus de 20 ans. Et déjà en 2000, quand il a créé, il avait eu l'intuition de faire ça. Et ça, c'est vrai que ça profite énormément aux étudiants et aussi aux professionnels. C'est-à-dire on se connaît tous, on se voit régulièrement, même si les professions changent, même si les positions professionnelles changent, même si on change de cabinet, qu'on ne travaille plus ensemble, qu'on travaille ensemble, on se fréquente toujours, on se parle toujours. Et c'est ça qui permet aussi de se connaître depuis longtemps. Typiquement, Maître Gay, je la connaissais depuis que j'étais diplômé. J'avais toujours entendu parler, elle avait vu passer de toute façon mon CV, elle avait vu passer on se suit en fait au niveau des parcours de chacun. Et d'ailleurs à l'heure actuelle, je suis toujours ravi de recevoir des messages d'étudiants qui vont rentrer dans le master, qui sont dans le master ou qui viennent de terminer leur master. Voilà, ça permet d'avoir cette connexion. Et du coup, quand vous arrivez dans ce genre de cabinet-là, forcément la personne qui vous recrute a déjà un a priori sur vous. Et bon, si elle vous a vu, c'est que c'est généralement assez positif. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu, vous parliez le mélange théorie-pratique, et puis moi, j'ai aussi toujours eu cette appétence pour le côté développement commercial, développement business. Je considère que le métier d'avocat, c'est un métier effectivement d'auxiliaire de justice. Je pense que la notion de justice est capitale dans ce qu'on fait. On prête serment, enfin, c'est extrêmement important, mais c'est aussi un business. Et ce n'est pas de le dégrader. Bien évidemment, nous ne sommes pas des commerçants, c'est bien naturel. Ça n'a rien à voir, mais on a quand même une activité économique qui crée une plus-value. La preuve, les entreprises et les particuliers la recherchent. Donc, dans le droit des affaires notamment, il y a cette chose que les Américains ont bien compris, c'est la legal industry. Et c'est vrai que en droit des technologies, c'est peut-être le secteur qui fait ça aussi, puis c'est peut-être aussi du fait qu'il y a une grosse part d'extranéité dans ce que l'on fait. C'est qu'on a beaucoup de clients, moi je vois, j'ai beaucoup de clients américains, des clients qui ne sont pas forcément sur le sol même européen. Donc c'est vrai qu'on est forcément, on baigne dans cette culture un petit peu plus internationale, un petit peu plus ouverte sur le côté business, sans pour autant renier le côté presque service public qu'il y a. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très dual, les Américains l'ont compris très vite, nous ça a été peut-être un petit peu plus lent à se mettre en place. Mais à l'heure actuelle, effectivement, je vois tous les confrères de ma génération, et même toute génération confondue, il y a ce souci-là. Et donc c'est vrai que quand on arrive dans un cabinet qui a cette culture-là et qui a cette appétence de se développer sur ces sujets-là, la confiance vient plus vite. Et puis il y avait eu, voilà, il y a aussi c'est aussi personnel, il y a un match professionnel, vous vous rencontrez, il y a une affinité intellectuelle. Mais du coup, donc, elle vous donne l'opportunité et elle vous sélectionne pour pouvoir développer cette pratique à l'intérieur du cabinet.
Donc pour développer une pratique, il est nécessaire de trouver des clients. Absolument. Comment derrière vous allez vous adresser au marché? Quelle méthode vous mettez en place en fait pour toucher une clientèle? Est-ce que vous allez identifier un secteur d'activité, à l'intérieur de ce secteur d'activité des cibles, à l'intérieur de ces cibles des décideurs? Sur ces décideurs, vous allez mettre en place une stratégie de notoriété pour être identifié. Vous allez pouvoir les contacter, vous allez rentrer dans des réseaux professionnels. Comment vous allez faire pour aller chercher ces clients? Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que la question telle que vous la posez, c'est très théorique. Et c'est vrai que quand on est dans le terrain, cette approche très marketing, très élaborée, s'efface un peu au profit en fait déjà des rencontres un peu fortuites. C'est bête, mais il y a quand même des rencontres fortuites, surtout dans le métier d'avocat. Le métier d'avocat est quand même un métier social de rencontres. Et c'est vrai que moi, j'arrivais pas nu entre guillemets dans ce secteur-là, puisque j'avais quand même eu des contacts préalables par les affaires publiques, même si c'est le secteur des télécoms, c'est pas l'espace, mais les deux secteurs sont quand même assez reliés. Donc, quand vous en connaissez un en télécom, généralement, il y a toujours un alternative spatiale et c'est facile d'avoir le contact. Après, il est vrai aussi que par ma formation initiale, j'étais déjà dans des réseaux, notamment l'Agence spatiale européenne, le CNES, qui brasse et qui identifie très facilement ce genre de personnalité-là. Donc finalement, les premiers axes de développement ont été faits, un, sur le réseau professionnel que vous aviez réussi à tisser lorsque vous étiez en lobbying chez Bouygues, et deux, grâce au réseau universitaire tissé à l'université Paris-Sud pour développer cette clientèle. Ok, très clair. Mais pourquoi on vous choisit? Vous êtes jeune avocat, alors vous avez déjà une expérience préalable, vous avez travaillé en lobbying, vous avez travaillé chez Bouygues, vous arrivez en tant que collaborateur et pas en tant qu'associé chez Berry, où on vous donne les moyens de développer cette clientèle-là. Comment vous arrivez à vous affirmer par rapport à vos confrères et vos consoeurs qui eux aussi, je suppose, devaient adresser cette typologie de clientèle? Alors c'est vrai que sur le spatial, on est quand même peu parce que le ticket d'entrée dans le spatial est cher, entre guillemets. Il y a plein d'avocats extrêmement experts et compétents et qui ont une expertise très longue sur les sujets de droit des sociétés, sur les sujets sociaux, propriété intellectuelle, brevets, n'en parlons pas. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que l'appétence pour le secteur, c'est chronophage, ça prend du temps et il faut avoir un vrai intérêt pour ça. Et ça, c'est sûr que moi, il y a une passion pour le spatial depuis longtemps. Et donc, c'est vrai que cet investissement, je l'ai fait avec plaisir pendant des années. Donc c'est sûr que quand vous allez voir un prospect, un client, même quand vous rencontrez un acteur du spatial, moi c'est sûr que la première chose que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce que tu fais, quel est le procédé que tu essaies de mettre en œuvre, quel est ton service, sur quoi tu travailles. Donc il y a cet intérêt qui est quasiment même pas juridique, c'est juste l'intérêt business. Et c'est comme ça en fait que vous nouez la conversation et qu'après les gens se rappellent de vous ou pas. Et ça c'est aussi la part du hasard. Mais d'abord, il y a cette passion. Il y a cette passion pour le spatial. C'est clair que moi, ça fait très longtemps que je fais notamment les grands événements, que ce soit les grandes conférences de l'Agence spatiale européenne sur les problématiques environnementales dans l'espace, les débris. On a fait pas mal de trucs avec aussi l'Agence spatiale européenne, la version centre de droit spatial avec le Practitioner Forum qui se tient chaque année à Paris. Donc ça, c'est vrai que là, vous discutez généralement de problématiques qui ne sont pas vraiment juridiques, mais qui forcément vous font connaître de certains acteurs. Je fais aussi des salons spatiaux au Bourget notamment. C'est vrai que typiquement, moi, ma stratégie, c'est même pas une stratégie, c'est ma façon d'être. Moi, je parle à tout le monde. Je arriver dans un salon spatial, je parle autant à Airbus, où je sais qu'eux, ils ont des poules d'avocats, c'est beaucoup plus institutionnalisé, qu'à la petite start-up où ils sont 3 dans un garage à essayer de faire un truc pour je ne sais quel satellite ou je ne sais quel micro-composant. Je pense que c'est aussi vous parliez d'ouverture, c'est surtout en nouvelle technologie, il faut avoir cette curiosité, cet esprit d'ouverture et puis cette passion d'abord pour cette industrie, pour ce qu'elle fait. Non mais je suis totalement d'accord et je partage totalement ce point de vue, c'est-à-dire que nous on est aussi des passionnés de business. Et en fait, quand on va voir les avocats qu'on rencontre comme vous aujourd'hui par exemple, c'est aussi pour s'ouvrir l'esprit, connaître de nouvelles choses, avancer.
Et en fait, on est en recherche constante, parce qu'on est des gens curieux, de découvertes et de phénomènes. Et du coup, quand je théorise, moi, ce que vous dites, c'est parce que derrière, il faut bien mettre des mots, il faut qu'on puisse avancer avec des méthodes. Mais du coup, vous êtes allé dans des réseaux professionnels, vous avez participé à des salons qui vont servir de moyen d'acquisition et vous avez surtout joué sur le caractère scientifique de votre technique lors de conférences importantes et institutionnelles au sein du marché. Absolument. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, là, le mélange aussi entre théorie et pratique est crucial. Et moi, c'est vrai que je m'astreins chaque année à publier un certain nombre d'articles, faire de la recherche vraiment sur des problématiques de droit spatial. Là récemment, dans la revue qui est dirigée par un ami d'ailleurs de l'EFB, j'ai travaillé sur des problématiques vraiment très précises de règlement des différences sur les orbites basses pour les constellations de satellites. C'est vraiment pour le coup des micro-problématiques, mais c'est comme ça aussi que vous tenez informé aussi forcément le public intéressé de ce que vous faites, et puis vous, ça vous permet aussi d'avoir cette réflexion contente. Mais c'est un investissement, parce que ça c'est sûr, c'est un temps non facturable. Alors, quand on travaille dans le spatial, on intervient sur quelle typologie d'opération si vous deviez citer 3-4 grandes familles? Dans le spatial, vous avez d'abord vous avez le pur regulatory, c'est-à-dire la problématique d'obtenir une autorisation pour l'obtention de fréquences, pour la coordination de position orbitale. Donc là, des problématiques qui sont gérées normalement, en tout cas pour une juridiction spatiale majeure comme la France, vous avez tout un appareil réglementaire qui est déjà là. Typiquement, cas pratique, c'est d'aller voir pour le compte d'un opérateur spatial l'ANFR pour obtenir une assignation de fréquence. Ça, c'est typiquement le cas classique. Donc là, voilà, on intervient. Alors c'est vrai que c'est un peu un mélange. Il y a un mélange entre le juridique pur et puis le côté un peu lobbying, parce que forcément, il y a une relation qui se fait. Moi, typiquement, notamment pour le côté vraiment très français des choses, c'est vrai que les administrations avec lesquelles vous travaillez sont des experts, et c'est une vraie relation de confiance qu'il faut tisser, là, pour le coup. Et ça, c'est ce que j'apprécie particulièrement, parce que vous avez le côté très technique du réglementaire, du droit administratif, et puis à côté, vous avez le côté plus humain, où effectivement, il ne faut quand même pas oublier, quand vous allez voir n'importe quel État qui lance du satellite, mais par exemple, si vous allez voir l'État français, derrière, il y a quand même la responsabilité internationale de l'État quand vous faites ces opérations spatiales. Et puis, il y a aussi l'image de marque. On l'a vu récemment, ne serait-ce qu'avec la fusée chinoise. Qui est tombée dans l'eau. Qui a fait une déflagration. Mais on voyait bien que même la Chine n'était pas trop à l'aise sur ce sujet-là. Et que déjà que la Chine avait un track record un peu lourd avec l'arme anti-satellite qu'elle avait balancée dans l'espace et qui avait créé plein de nouveaux débris. C'est sûr que les États sont très attentifs à ça, et c'est vrai que nous, professionnels spécialistes, entre guillemets, parce que la spécialité n'existe pas, mais en tout cas professionnels experts dans ce sujet-là, on doit avoir ce côté juridique pur, et puis ce côté un peu plus comprendre les grands enjeux aussi qu'il y a derrière, et puis avoir cette relation de long terme avec les administrations qui, encore une fois, ça c'est vrai que j'en parle souvent avec mes clients, notamment étrangers, ils n'ont pas du tout ce rôle entre guillemets castrateur, vraiment ce rôle d'avoir un environnement sécurisé et prévisible, et ça c'est quand même bien légitime. Donc ça c'est vraiment le premier bloc, qui est un bloc super important, parce que typiquement ça adresse n'importe quel type d'entreprise, des plus petites startups aux plus grosses boîtes, et ça c'est vrai que sur le marché il y a peu d'avocats qui font ça, et même les très grands cabinets d'avocats peuvent vous sous-traiter des missions de manière ponctuelle. Ça, pour le coup, très clair. Et ça vaut combien, par exemple, le fait d'obtenir une autorisation de l'ANFR pour pouvoir avoir des fréquences d'un point de vue avocat, des honoraires qu'on travaille on ne sait pas. Non, mais si tu voulais, c'est pas ça. Mais là, je ne sais pas si vous le coupez au… Non, je ne coupe pas. On dit rien. Ok, parfait. Non, si vous voulez, pour le point sur les honoraires, moi je communique là-dessus, d'une part pour la confidentialité du client, et puis d'autre part parce que, et là c'est ce qui va nous différencier des commerçants, moi je ne crois pas au low cost. Comme ça, je pense que parfait. Non, bien sûr, mais c'est un peu pour avoir une. C'est bien d'avoir ce débat-là, parce qu'effectivement, c'est vrai que on a, tout à fait, typiquement, forcément, c'est pas moi qui vais critiquer les legal tech. Ouais. Parce que pour le coup, je pense qu'il y a énormément de boulot à faire là-dedans, et c'est bien que les avocats, typiquement l'incubateur des avocats au Barreau de Paris, c'est un truc top qui a été fait. Mais après, derrière, et d'ailleurs la plupart des legal tech vous le disent, pour des problématiques vraiment comme ça, très spécifiques, là, naturellement, ça a un coût.
Et effectivement, ça, j'en fais pas étalage parce que si les personnes sont intéressées, elles viennent me voir, on en discute. Oui, bien sûr. Et c'est sûr que tout est adapté aussi par rapport à la taille du client, ça dépend aussi de la taille, etc. Non, mais c'était un peu pour faire le parallèle parce qu'en fait, le regulatory par rapport à la NFR, ça me fait beaucoup penser aux procédures pour devenir un établissement bancaire ou un établissement de voilà, crédit, alors là, CPR. c'est un peu différent quand même. Parce que vous n'êtes pas sur Okay. la même. C'est vrai que vous faites bien de faire le parallèle avec l'établissement bancaire, c'est intéressant. Parce que l'établissement bancaire, c'est quelque chose de très formalisé, mais qui est aussi. Vous avez beaucoup de réglementations européennes, c'est quelque chose qui est très en silo, les États sont très vigilants. Le spatial, il y a ce côté à la fois, on aime bien envoyer des fusées dans l'espace, parce que c'est quand même aussi pour l'État, ça montre quand même une certaine puissance scientifique, intellectuelle, industrielle. Mais de l'autre côté, comme il y a peu de règles au niveau international qui sont vraiment contraignantes, c'est beaucoup de réputation. Donc, et moi je trouve ça passionnant dans le métier, c'est que vous avez à démontrer à l'administration. C'est pour ça que c'est pas un filing où vous avez un CERFA numéro je sais pas combien et puis non, c'est démontrer et faire comprendre d'abord au client. C'est encore plus intéressant quand le client est étranger. C'est faire comprendre au client que l'administration française fait un pari sur lui ou sur elle et que du coup il faut le convaincre. Et ça c'est ce côté, c'est un vrai métier d'avocat finalement quand on y pense. Mais il y a un peu de lobbying aussi. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant. Mais c'est du coup effectivement pas une prestation standard. Même si j'ai un site web et que j'aime bien le e-commerce, là on ne pouvait pas cliquer là-dessus. Donc ça c'est voilà. Donc regulatory première phase. Regulatory première phase. Après vous avez effectivement, alors qui est un peu dépendant du regulatory, c'est tout ce qui est sous-traitance des grands cabinets d'avocats. Les grands cabinets d'avocats peuvent avoir des points, notamment quand il y a des deals M&A, etc. ou des levées de fonds. Elles veulent faire un petit audit et sur des problématiques pareil regulatory, ils vous sollicitent. Moi c'est vrai que moi, j'ai toujours considéré qu'entre avocats, on peut travailler ensemble. Moi, j'ai aucun problème à travailler avec des très grands cabinets, avec des tout petits cabinets, à m'associer temporairement sur un projet avec quelqu'un, à fonder une équipe, même avec d'autres avocats. Ça, pour le coup, je trouve que l'intérêt de notre profession, c'est vrai qu'on est un peu une somme d'individualité. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour le client de pouvoir lui proposer une offre, parce qu'effectivement, vous le soulignez, la question du coût est super importante, surtout pour les startups. Donc c'est vachement intéressant, je trouve, d'avoir la possibilité de piocher dans une team d'avocats et de créer vraiment une task force qui correspond aux besoins et qui colle vraiment aux besoins réels du client. Donc ça, c'est plutôt le deuxième pilier qui est relatif au premier. Après, vous avez tout le côté assistance contractuelle, assistance transactionnelle, où là, effectivement, c'est tout type de clients. Ça peut être des grosses startups, des grosses PME, ça peut être aussi des grands groupes, ça peut être des gouvernements étrangers. Là, pour le coup, vous avez une variabilité totale en termes de clientèle. Et moi, par exemple, j'aime bien les avocats comme vous qui sont vraiment nichés dans un domaine déjà où opérationnellement et en termes business et en termes juridiques, ils sont calés. Pour une raison simple, c'est quand je vais voir un avocat comme vous, si j'avais une boîte dans le spatial, en fait, vous n'êtes pas un simple avocat, vous êtes aussi un camarade d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, vous travaillez déjà avec ces experts, vous connaissez les acteurs du secteur et derrière, vous saurez m'introduire au bon endroit, au bon moment par rapport à mon projet. Et donc, en plus du juridique, si vous voulez, j'ai un package global qui est aussi, j'ai un avocat qui est spécialisé dans le secteur, qui va montrer aussi de la réassurance là où je vais aller. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous en remercie. C'est vrai, que c'est ce que j'essaye de proposer à mes clients. C'est vraiment d'avoir ces deux côtés. Il y a les compétences juridiques, naturellement, l'avocat, et puis il y a le passionné et l'expert de leur secteur. Mais ça nécessite effectivement cet investissement constant, d'aller voir, d'être curieux de ce qui se passe, etc. Donc vous étiez collaborateur chez Berry, vous commencez à développer cette pratique en droit spatial. Comment ça se passe ? Je dois dire, ça se passe bien. C'est vrai que c'est comme toute entreprise, un cabinet d'avocat, parfois il y a un bid. Parfois vous faites le marché ne répond pas, ou c'est trop tôt, ou c'est trop tard. Ou c'est juste les planètes ne sont pas alignées, c'est qu'à le dire. Là, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Avec Maître Gay, on a eu une offre qui, je pense, a plu. Du coup, on a pu se positionner assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y a eu des clients très variés qui sont venus. Alors, Maître Gay avait eu déjà d'autres dossiers auparavant dans le spatial. Ça a permis aussi de restructurer tout ça, toute cette expertise, au sein vraiment d'un pôle très identifié. Et c'est vrai que ça alors c'était beaucoup d'investissements, ça pour le coup, le cabinet a consenti de beaux investissements, ça c'est vrai que c'était une très bonne chose. Quelle typologie d'investissement ? C'est surtout de la présence dans des grands événements, donc c'est quand même beaucoup de déplacements. L'ère pré-Covid en plus fait que il fallait se déplacer en Allemagne, il faut se déplacer, on a même allé jusqu'à Monaco, donc là il faut aller voir ces grands événements-là. Très clair.
Et donc voilà, et donc effectivement ça s'est bien passé et ça a permis de faire une première expérience des plus profitables. Et puis effectivement je conçois votre marque un peu unique parce que c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que c'est rare pour un cabinet, pour un collaborateur d'avoir tout de suite des fonctions un petit peu différentes du travail de collaborateur traditionnel. Mais c'est pour ça que la spécialisation, nous on martèle ça, c'est extrêmement important. Enfin, vous pourriez très bien être avocat en nouvelles technologies, mais vous vous brandez comme étant un avocat qui fait du spatial, bah, nécessairement je suis une boîte dans le spatial et j'ai envie de m'adresser à un avocat qui connaît le spatial. Voilà. Pas de débat, c'est comme si je suis un pharmacien, j'ai envie de m'adresser à un avocat qui traite les pharmaciens et qui l'affirme. Voilà, d'autant qu'il y en a sur la place de Paris qui sont brillantissimes, mais c'est vrai quand je vois, c'est intéressant que vous mentionniez la pharma, c'est vrai que c'est pour le coup une spécialité, si vous n'êtes pas intéressé par la pharma, ça fait partie des spécialités extrêmement niche, quoi. Mais bien sûr, mais d'autres avocats vous diront mais finalement la pharma c'est quoi? C'est par exemple pour tout ce qui est contractuel, c'est ni plus ni moins que du contrat. Mais non, c'est pas vrai. Il faut connaître le secteur, il faut connaître les acteurs, il faut connaître le business, il faut connaître les enjeux, il faut pas mettre n'importe quoi dans ses clauses, il faut des pratiques de marché. Et puis en parallèle, vous avez en plus un parallèle avec la licence spatiale, l'autorisation de mission de marché. Si vous la foirez. Exactement. Donc ça se passe bien chez Berry, mais vous êtes aujourd'hui à votre compte. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous savez, c'est comme tout, hein, c'était une super première expérience. J'ai toujours de très bons rapports avec Maître Gay, ça c'est pas du tout conflictuel, hein, mais au bout d'un moment, vous avez forcément envie de passer à quelque chose de plus. Et puis c'est vrai que moi ça me trottait dans la tête depuis quelques temps. Envie de s'envoyer en orbite du coup. Ouais, exactement, envie d'avoir sa propre orbite. Bon, même s'il y a des risques, des risques arrivent, mais voilà, je me suis dit c'est peut-être le moment. Alors c'est vrai que c'était un peu mitigé, certains m'ont dit fais gaffe, c'est le Covid, etc. J'ai dit mais non, en fait, le Covid c'est aussi une opportunité intéressante parce que de toute façon c'est jamais le bon moment. Vous avez toujours un truc qui va pas, il y a toujours c'est la crise, c'est la crise, c'est ça. Je me suis dit, bon, écoute, là, ça faisait quasiment 3 ans que j'étais chez Bering. Super première expérience, j'ai pu faire des choses qui m'ont passionné. Mais voilà, j'avais envie d'aller un peu plus loin, puis surtout de peut-être aller plus loin dans la vision que j'avais d'une pratique spatiale vraiment dédiée. Et c'est pour ça que je me suis dit, prenons des locaux et allons-y. Et effectivement, je me suis mis à mon compte avec cette pratique d'avocat, voilà, pour le coup, d'avocat un peu général, d'avocat d'affaires, et ce Space Avocat qui est la practice spatiale dédiée. Voilà. Alors, comment vous avez fait pour vous rassurer un petit peu par rapport à cette installation? Parce que je suppose que vous n'êtes pas levé un matin en disant ok, je vais aller me faire une plaque, je vais la claquer devant le 72 avenue Kléber, et puis derrière je m'installe et j'attends que mon téléphone sonne. Qu'est-ce que vous avez fait? Faut quand même pas se mentir, il y a quand même une partie de ça. C'est vrai que c'est un peu comme là pour le coup c'est un peu comme l'épicerie. Quand vous avez ouvert votre épicerie, vous levez le rideau et vous attendez un peu. Il y a quand même une partie aussi de prospects clients. Et c'est vrai qu'il y a quelques clients aussi qui on néglige parfois un peu la plaque professionnelle. On se dit à Paris on est noyé dans la masse. Figurez-vous que non, le fait d'avoir une plaque sur l'avenue, ça quand même, même si c'est pas grand chose, mais ça peut vous amener un ou deux clients. Donc c'est non négligeable, mais surtout effectivement, au début il faut faire un plan. C'est vrai que je me suis donné, vous arrivez, vous vous lancez, vous dites sur un an, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et surtout c'est une période de test qui est à la fois réaliste, parce que si vous ne donnez que 3 mois, c'est pas en 3 mois que vous allez être connu tout seul. Mais après, il ne faut pas non plus vous donner 50 ans. Si au bout de quelques années, ça ne marche toujours pas, c'est que là, effectivement, vous êtes trompé, le business n'a pas réagi. C'est comme toute affaire, ça ne fonctionne pas. Je pense que la vision d'1 an est pas mal. Et c'est vrai que je suis pas parti. Ce qui m'a un peu rassuré, c'est que je ne suis pas parti nu encore une fois là-dessus. Il y a mes expériences passées, il y a mes anciennes fonctions dans d'autres industries qui font que vous avez toujours un réseau, et un réseau qui est d'ailleurs réactif à ce que vous faites et qui s'intéresse à ce que vous faites. Mais du coup, vous les avez réactivés Exactement. avant de partir. Mais en fait, c'est des réseaux que j'ai jamais désactivés en fait. D'accord. C'est vrai que. Mais est-ce que vous aviez déjà un peu une prévisibilité au niveau du chiffre d'affaires que vous allez faire, quand vous avez dit voilà, monsieur X, monsieur Y, madame Z, monsieur W, je quitte mon cabinet d'avocat, je m'installe. Est-ce que vous aviez déjà finalement une vision un petit peu des dossiers qui allaient tomber en vous installant? Oui, bien sûr. Il y a toujours un peu une vision de ce qui va arriver. Ce qui est une bonne chose, parce qu'en fait, ça vous permet aussi de dormir la nuit. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est clair que qu'il y a. Mais toujours pareil. Nous, c'est un peu comme les consultants.
on a, entre guillemets, cet avantage que, à la différence des industriels ou des commerçants, on n'a pas un stock. J'ai pas un hangar en banlieue parisienne rempli de matos avec derrière des factures à payer à 30 jours et avec pas de trésorerie. Donc ça, c'est vrai que nous, cette absence de risque à ce côté-là au niveau de la supply chain, on le paye par une plus grande imprévisibilité. C'est sûr que c'est pas une épicerie, c'est pas un truc où on vend des objets au détail, c'est pas du e-commerce, c'est de la prestation intellectuelle et en plus dans une niche. Mais alors la niche a cet intérêt que on est quand même connu, on a des gens chez qui on sait on les tient au courant. Et encore, comme je vous ai dit, il y a ce maintien du réseau qui est très important. Et ça, c'est vrai que tous les avocats, même les avocats collaborateurs doivent le faire. Chacun a son réseau personnel. Bien sûr. Et il faut le maintenir. Et c'est vrai que parfois, quand on est trop pris, quand on rentre dans des grands cabinets où on est un peu pressurisé, on en oublie les personnes que l'on connaît dans le business et quand on connaît hors de ce cabinet-là. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut avoir toujours ça à cœur. Alors c'est vrai que l'avantage que j'ai, c'est qu'en ayant commencé dans les affaires publiques, j'ai été formé à cette vision-là aussi. C'est vrai que les affaires publiques, pour le coup, si vous ne maintenez pas les connaissances et si vous ne vous intéressez pas à ce que font les gens, vous n'allez pas faire beaucoup d'affaires publiques. Donc ça, c'est vrai que cette culture de cette première expérience professionnelle m'a beaucoup apporté et j'ai toujours eu à cœur de faire ça. C'est aussi une question de tempérament. L'avocat est quand même une profession où il y a un énorme intuitu personnel. Bien sûr. Donc c'est sûr que moi, à titre personnel, ça m'intéresse toujours et je suis toujours intéressé par ce que font les autres, ce que font les avocats, ce que font les investisseurs, ce que font les industriels, etc. Donc ça vous permet de maintenir ce microcosme-là et de faire du coup ce prévisionnel. Et alors du coup, comment vous fonctionnez au quotidien en termes de temps attribué à la production sur votre dossier pur et de temps dédié au développement? Est-ce que vous astreignez un petit peu quelque chose? Est-ce que vous avez un programme que vous mettez en place en disant voilà, chaque mois je dois sortir un article, je dois être présent à X conférences par année pour pouvoir maintenir ou développer mon chiffre d'affaires? Comment vous fonctionnez un petit peu? Alors ça, oui, effectivement, ça c'est sûr que les années sont jalonnées par des très grands événements incontournables. Par exemple, la Satellite Week qui est à la fin de l'année à Paris, ça fait partie des grands événements internationaux où vous savez là que vous avez un investissement à faire, mais il faut être présent pour aller voir les gens. Et comment vous le préparez alors ce salon? Vous arrivez plutôt sur place, finalement avec des cartes de visite, en discutant avec tout le monde, ou vous savez déjà quels acteurs vont être présents et qu'avant de partir, il faut au moins que vous ayez parlé à ces 10 personnes que vous avez présélectionnées? On sait qui va être présent. Mais après, il n'y a même pas, vous savez, je veux dire, il n'y a même pas le côté carte de visite. Il y a le côté… déjà, il faut savoir la tendance qu'il y a dans le marché à l'heure actuelle. Typiquement, le spatial à l'heure actuelle, la grosse tendance, c'est le New Space. Donc, vous allez avoir plein de boîtes, soit des boîtes qui sont un peu legacy ou incumbent, qui vont se dire bon, ben, moi, je suis là depuis des années, j'aimerais gagner un peu d'agilité, je cherche un peu des boîtes, soit à faire des acquisitions, soit à en connaître un peu plus sur le New Space. Donc, ça, vous avez des openers et puis vous avez forcément des gens qui vont parler là-dessus, donc vous pouvez connecter facilement. Et puis après, vous avez aussi des boîtes qui sont là pour la première fois. Et bon, ça se repère aussi. La personne qui est là pour la première fois à un événement, vous la repérez, vous voyez l'attitude. Et puis c'est vrai que bon, moi, encore une fois, c'est peut-être un peu décevant quand on a un professionnel et un passionné de la stratégie d'entreprise parce qu'on s'attend à quelque chose de très normé et de très préparé. Et c'est vrai qu'il y a le côté aussi totalement, entre guillemets, random, hein, comme on dit. Qui est, voilà, la personne est là, elle boit un café, bonjour, ça va, enchanté, vous faites quoi? Bah, ouais, je fais ça. Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer? C'est pour des entreprises qui faisaient par exemple de la colle pour des satellites, enfin, des entreprises qui faisaient des semi-conducteurs. Vous avez des gens qui font de l'intelligence artificielle pour de l'imagerie spatiale. Bon, et c'est là où vous engagez la conversation. Mais c'est vrai qu'il ne faut en revanche pas sortir dans l'idée que vous allez à tel salon, tel événement, vous allez voir, mettons, un échantillon de 100 personnes et vous allez signer 25 clients. Ça, en tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment une relation de long terme et puis vous réapparaissez dans les radars et puis après on vous rappelle et les choses se font. C'est quand même intime l'avocat, hein, qu'on le veuille ou non. Non, mais il faut générer plusieurs points de contact. Vous ne pouvez pas arriver sur un domaine qui est si spécifique avec une valeur ajoutée qui est quand même importante et donc un prix qui l'est également.
en disant bah voilà, en fait, je suis avocat en droit spatial, bah super, je te file 50 000. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ah, Donc ça, c'est clair et net. Mais de toute façon, on dit qu'en marketing, il faut 7 points de contact avant espérer d'avoir un premier deal qui arrive. Donc si vous rencontrez les gens pour la première fois au sein d'un salon, on peut espérer qu'il manque encore 6 points de contact pour pouvoir toucher vraiment ce client. Vous avez absolument raison, ça c'est clair. C'est clair que c'est de la répétition, c'est un peu comme la pédagogie, il faut répéter. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est quoi vos enjeux? Vous vous installez pendant le Covid, l'activité tourne bien. Je connais votre chiffre d'affaires, mais on n'en parlera pas ici. Mais donc je sais que l'activité va bien pour l'instant. Mais je sais aussi que vous êtes seul. Est-ce que vous avez l'ambition de recruter? Est-ce que vous voulez plutôt vous associer? Est-ce que vous voulez rester seul par choix et par volonté? Bah alors là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de savoir. Moi, j'ai envie naturellement que les affaires prospèrent et me développer. Ça, c'est sûr que l'horizon visible, un collaborateur serait, à mon avis, la chose, enfin, serait serait le pas le plus intéressant à faire. L'association, après, faut voir, mais c'est sûr qu'à un plus long terme, oui, naturellement. Je pense qu'il y a de la place pour des cabinets comme ça, mais voilà, le marché doit aussi évoluer, la demande doit évoluer, l'offre doit évoluer en conséquence. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, année zéro, entre guillemets, c'est sûr que le grand jalon, c'est toujours le recrutement d'un collaborateur. C'est le grand jalon. Très clair. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes présent au sein des écoles d'ingénieurs? Je pense notamment à une école dont j'ai oublié le nom, tous mes potes vont me tuer parce que j'en avais pas mal à HEC avec moi. Super-Héros, exactement. Oui, Super-Héros, c'est une école en plus, c'est intéressant que vous ayez cette référence-là parce que Super-Héros est partenaire du master que j'ai fait. Donc tout est un peu intriqué. Il y a le master de Paris Sud qui est maintenant Paris-Saclay. Bon, en plus, Paris-Saclay, c'est quand même une énorme université d'ingénieurs. D'ailleurs, vous avez fait Polytechnique est membre de Paris-Saclay. Et donc, c'est vrai que les événements organisés par Super-Héros, on y est forcément de près ou de loin. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur le campus de Super-Héros pour des questions relatives notamment aux ressources spatiales, figurez-vous. Donc voilà, il y a une vraie échange qui se fait avec les ingénieurs et moi je trouve ça toujours très intéressant. C'est vrai que les universités et facultés qui forment à l'ingénierie ont ce côté très intéressant parce que là vous avez vraiment la clientèle entre guillemets actuelle aussi, parce qu'il ne faut pas croire, les universités sont aussi des clients. Vous avez des étudiants qui montent leur start-up dès l'université. Donc là, il y a des vrais besoins et il faut pouvoir y répondre. Il y a des problématiques aussi de financement, etc. Et il faut pouvoir y répondre. Et ça, on est là. Et puis, c'est aussi les clients de demain. C'est vrai qu'un ingénieur qui est en formation, c'est un client potentiel. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est un acteur de l'industrie spatiale, même à son petit niveau, et il faut le considérer comme tel. Et puis, c'est vrai que c'est là où vous voyez finalement les prochaines tendances et un peu le dessin du secteur. Typiquement, l'industrie spatiale, il ne faut quand même pas oublier qu'une boîte comme SpaceX, il y a une dizaine d'années, c'était pas grand-chose. Et surtout, quand vous vous intéressez beaucoup à la stratégie d'entreprise, je crois le dire sans me tromper, je crois que SpaceX s'était déjà démarqué à l'époque en recrutant des gens issus notamment du secteur des jeux vidéo, afin notamment de réduire les coûts et surtout d'augmenter la part de simulation électronique des lancements pour éviter les échecs. Donc vous voyez, il y avait déjà une idée de changer un peu la composition naturel, organique de ce genre d'entreprise-là. Et puis ça a complètement aussi bouleversé le marché parce que je crois pas me tromper non plus quand je dis ça, et vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi, donc vous me le direz, mais je crois que c'est la première entreprise privée à envoyer une fusée dans l'espace. Oui, sous cette forme-là. Bon, après, avec tout le respect que j'ai pour SpaceX, SpaceX dépend beaucoup de l'armée de l'air, maintenant de la Space Force. C'est sûr que les carnets de commandes de l'armée américaine, c'est pas dégueulasse. Ils ont peut-être un client, mais c'est pas un petit. Mais après, c'est clair qu'il y a derrière c'est vrai que les gens sont impressionnés. Récemment, il y a quelques semaines, le lancement de Thomas Pesquet, c'est quand même extraordinaire cette fusée. C'est vrai que ça par rapport à même la navette spatiale qui faisait quand même très vintage au bout d'un moment. C'est sûr que quand vous avez une fusée, les types sont habillés en combinaison, on se dirait 2001 l'Odyssée de l'espace, et qu'après la fusée vient se reposer, l'étage inférieur vient se reposer sur Terre. Bon voilà, là vous vous dites, cette boîte-là, elle a changé le secteur, c'est clair, elle a changé le secteur, complètement. Et donc ça laisse un bel avenir pour vous?
Espérons. Maître, je vous ai déjà pris une bonne partie de votre temps de la matinée. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour nos auditeurs? Je pense notamment à la spécialisation pour un avocat sur un secteur d'activité déterminé. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? J'ai pas de conseils à donner ni de leçons à donner surtout à mes confrères, mais c'est vrai, vous insistez sur la notion de spécialisation. Je pense que vous avez raison. Et cette spécialisation, elle est finalement en deux branches. Soit vous faites une spécialisation sur certains aspects du droit, et moi je pense que c'est tout à fait pertinent, il n'y a pas de problème pour ça. Mais effectivement, un jeune confrère ou une jeune consoeur qui a une passion particulière, qui se dit non mais non, cette passion n'a rien à voir avec le droit, je ne veux pas en parler, etc. C'est peut-être une erreur de la mettre de côté. Parce que généralement, beaucoup des passions que l'on a ont une retranscription économique ou simplement d'activité. Typiquement, si vous êtes passionné d'art, dans le droit de l'art, dans le secteur artistique, vous avez énormément de choses à faire et vous avez énormément de compétences très particulières qui sont recherchées. Le métier de l'avocat a cet intérêt stratégique qu'il est extrêmement plastique en fait. Sous ce côté très rigide de la profession d'avocat, parce qu'il y a le monopole du conseil, parce qu'il y a la représentation en justice, il y a derrière tout un éventail de réalités qui s'y met. Et la complexification un peu exponentielle de certains secteurs d'activité fait qu'il y a des besoins, il y a des compétences métiers que même les grands cabinets d'avocats dits full service ne feront pas. Et je les comprends très bien parce qu'ils n'ont pas envie de faire cet investissement-là. Eux, ils ont leur cœur de métier. Typiquement, un grand cabinet d'avocats anglo-saxon qui va faire du M&A, il ne va pas aller développer une branche spatiale dans son truc. Ou alors à fond perdu, il va faire ça. Je ne vois pas très bien son intérêt. Donc c'est vrai que ça peut être aussi des partenaires là. Donc finalement, vous croyez à la spécialisation passion? Voilà, exactement, tout à fait. De toute façon, les clients le voient. Les clients, c'est je vous le dis, ce sera la phrase du podcast parce que je trouve que c'est extrêmement bien si je crois en la spécialisation passion. De toute façon, c'est le cas. Là, pour le coup, ex-avocat, c'est dans le mot, dans le titre. Exactement. Eh bien, écoutez, maître, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Souhaite beaucoup pas de courage parce que vous n'avez pas besoin de courage, beaucoup de réussite pour votre cabinet. Moi, je trouve que c'est un très beau projet et Anomia continuera à vous suivre. Écoutez, avec grand plaisir et je vous remercie encore. Avec grand plaisir. Bonne journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.